Bonsoir, merci de nous choisir encore sur la radio, télévision d'État Santé dans votre émission Grand Carrefour. Eh bien, la pandémie de Covid-19, le coronavirus, bien sûr, a bouleversé le monde, a changé les habitudes, impose au monde un mode de vie extrêmement différent, tout en semant la terreur partout. Plus de 40 000 morts à travers le monde et plus de 800 000 cas recensés. L'Afrique n'est pas épargnée. Et par ricochet, le Togo, 36 cas confirmés positifs avec 2 décès, 10 personnes guéries. Plus tôt on est diagnostiqué, plus on a la chance de s'en sortir, d'où la problématique du rapprochement du diagnostic à la population, bien sûr. Comprendre l'évolution du virus au Togo, nous en parlons bien évidemment dans cette émission avec vous, professeur Ameyo Dorkenou Agbeko. Professeur, bonsoir, merci d'être à ce plateau avec nous. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Je rappelle, vous êtes biologiste, chef section des laboratoires. Merci d'être là. Merci. Alors, si vous avez demandé aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes en guerre, comme diraient certains chefs d'État, de faire un état des lieux de l'évolution de virus, coronavirus, bien sûr, au Togo. Que diriez-vous, professeur? Ok, nous dirons qu'aujourd'hui, comme vous l'avez si bien rappelé tout à l'heure, nous avons 36 cas confirmés sur un certain nombre de cas alertes qui ont été signalés au ministère de la Santé, qui a investigué, qui a d'abord pris contact avec ces cas pour savoir si ces cas ou ces alertes ont des signes ou ont des notions de contact ou de voyage, et qui va confirmer l'aspect cas probable de ces cas alertes et qui va nous permettre d'aller vers ces personnes, de les prélever et de pouvoir confirmer. Donc, le nombre de cas confirmés de 36 est moindre par rapport au nombre de cas que nous avons prélevés et techniqués, puisque nous nous basons sur les cas alertes et les cas probables qui parviennent au ministère. Donc, nous avons la chance aujourd'hui que nous avons 36 cas de confirmés. Donc, malheureusement, 2 sont décédés et heureusement, 10 se sont guéris. Mais nous ne devons pas baisser le bras, parce que si vous prenez l'exemple de la France, c'était au début, on avait très peu de cas et on croyait qu'on avait gagné la bataille. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Au Togo également, on avait cru que après le premier cas, on n'en aura plus, mais malheureusement, dans une semaine, les cas ont pullulé. C'est l'évolution naturelle de l'épidémie. C'était l'évolution naturelle de l'épidémie et c'est pour ça que le ministère de la Santé et le gouvernement ont insisté sur les mesures barrières et aussi à ce qu'on puisse ne se déplacer que quand vraiment il est nécessaire. Et c'est là où je voulais d'ores et déjà, au premier abord, inviter la population à vraiment respecter ce que le gouvernement nous conseille. Parce que ce n'est que de cette manière-là que nous pouvons arrêter la progression de la maladie dans le pays. Très bien. Professeur, nous allons y aller avec une notion de pédagogie. Le Premier ministre parlait de plus de 400 cas contacts. Alors, revenons-en. Les 400 cas contacts, de ces 400 cas contacts, nous avons les nouveaux cas confirmés ou alors c'est des cas qui sont venus d'ailleurs? Ok. Nous avons le premier cas. Le premier cas qu'on a mis au Togo, ça s'appelle le cas index. Et dans l'investigation de ce cas confirmé, comme ce cas a été positif, il peut contaminer d'autres. Puisque avant de venir, ou bien de présenter des signes et venir au niveau des structures sanitaires, il a eu certainement à rentrer en contact avec d'autres personnes. Puisque nous savons très bien qu'avant les manifestations cliniques, on est déjà contaminant. C'est ça le grand risque que nous avons aujourd'hui. Dans certains avant cas de faire virus, la maladie, avant d'avoir les signes cliniques, on est déjà contaminé. Donc au moment où on n'a pas encore les signes, on peut contaminer l'autre. Donc pour nous, il est important de rechercher, dès qu'un cas est positif, de rechercher avec qui il est rentré en contact depuis qu'il est rentré, où il a commencé à sentir les premiers signes. Donc c'est ceux-là que nous appelons contact. Parce que dans ce groupe-là, certains peuvent évoluer. On connaît la maladie. Si le virus est passé dans leur organisme,
dans les 14 jours en moyenne, si le virus, ils n'ont pas pu le maîtriser, on pourrait avoir des cas positifs parmi ce groupe-là. Donc, il est important, si nous voulons éviter qu'il y ait... On peut avoir des cas positifs sans qu'ils ne fassent la maladie. Mais bien sûr, c'est ce qu'on vous dit, que dans 80% des cas, on peut avoir le virus, on l'a rencontré, il est rentré dans notre organisme. Mais notre immunité est tellement forte qu'elle l'a maîtrisé. Elle a maîtrisé. Et donc, du coup, on ne fera pas de signes. C'est ça, c'est ce qui fait peur, c'est-à-dire ceux qui peuvent faire la maladie, qui seront contaminants, donc vont pouvoir transmettre la maladie aux autres tout en n'étant pas malades. Donc c'est pour ça qu'on trace les contacts pour pouvoir les suivre et se dire dès qu'ils ont un signe ou à un moment donné avant de les laisser partir, nous les prélevons pour s'assurer qu'ils n'hébergent pas les virus pour pouvoir transmettre le virus à d'autres personnes. Donc voilà un peu comment nous l'organisons, mais le suivi de contact est une activité très difficile pour nous parce que celui-ci a rencontré l'autre. Il faut d'abord qu'il nous dise toutes les personnes qu'il a rencontrées depuis et que nous soyons en mesure de prendre contact, excusez-moi, entre guillemets, avec ce contact-là. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi le contact secondaire. Ça, c'est le contact primaire qui est rentré directement en contact avec le cas confirmé, mais celui-là aussi peut rentrer en contact avec quelqu'un d'autre. C'est ça la difficulté de pouvoir suivre les contacts dans cette maladie-là. Et il est important qu'on le fasse parce que si on veut réussir la lutte, c'est par là qu'il faut passer pour pouvoir traquer toute personne qui est susceptible. Parce que si je dis que cette personne est confirmée, je la gère et j'oublie les contacts, dans 14 à 20 jours, d'autres foyers vont se créer à partir de ce cas contact-là et nous ne pouvons plus maîtriser la lutte. Donc voilà pourquoi le suivi des cas contacts est très important pour nous. Et une franche collaboration s'impose alors? Mais bien sûr, c'est ce que nous essayons de faire. C'est une équipe venant de plusieurs ministères qui s'est mise en place pour pouvoir suivre et tracer ces contacts-là et qui viennent à nous. C'est important. Et d'ailleurs, à ces contacts, on recommande l'autoconfinement, d'essayer de limiter les contacts avec les autres parce que, comme on les suit, on ne sait pas à quel moment parmi ce groupe, certains peuvent devenir positifs. Et donc, ça appelle à la discipline. Quand on passe le message, ce n'est pas une volonté du ministère de la Santé de pouvoir enfermer quelqu'un chez lui ou ailleurs, ou quand c'est un site de confinement. C'est vraiment pour que nous coupions la chaîne de transmission. C'est vraiment l'objectif et j'insiste là-dessus à cette autodiscipline de la part de la population. Très bien. Professeur, nous avons aujourd'hui 36 cas confirmés, dont 10 guéris. Alors, entre parenthèses, ces guéris, c'est la prouesse des dispositifs médicaux, du personnel soignant, ou alors c'est leur système immunitaire qui a véritablement combattu à la faveur? Ok, les deux, on va dire. Pourquoi? Dans ce groupe, il y a certains qui n'avaient pas de manifestations cliniques ou des manifestations cliniques légères. Mais le Togo a opté de pouvoir mettre dans le centre de traitement tout cas confirmé. Sous d'autres cieux, quand vous n'avez pas de manifestation et qu'il y a une autodiscipline dans la ville, on vous dit restez chez vous parce que vous n'avez pas besoin de traitement de la part de l'équipe médicale. Donc, dans le cas si le Togo a opté, nous connaissons peut-être, le Togo a opté de garder tout cas confirmé dans le centre de traitement. Et donc, certains qui ont des manifestations légères ont été traités. On sait bien que nous n'avons pas de médicaments pour pouvoir c'est les traitements symptomatiques, c'est-à-dire si vous avez des maux de tête, on va vous donner les maux de tête. Exactement. Maintenant, pour les cas graves, nous essayons de les réanimer avec les moyens que nous avons. Maintenant, le pays aussi a opté pour l'approche association hydroxychloroquine et azithromycine en fonction de la présentation des différents cas. Donc certains, certainement du fait qu'on les a accompagnés en gérant les manifestations mineures, ont pu guérir, boostés par le système immunitaire. Sont-ils encore exposés au danger de contamination? C'est guéri? Ça, c'est une très bonne question parce que comme ils ont déjà rencontré le virus,
ils ont produit des anticorps qui sont en quelque sorte les gendarmes de l'organisme contre ce virus-là. Donc, l'organisme est plus armé maintenant par rapport à cette infestation. Donc, ils sont guéris. C'est vrai que nous devons faire très attention par rapport au coronavirus. On ne le maîtrise pas suffisamment. La vérité d'aujourd'hui devient mensonge en 48 heures. Et donc, mais à l'état actuel, on suit cela même en Chine pour savoir est-ce que ceux qui ont déjà fait la maladie peuvent encore refaire l'infection à SARS-CoV-2. Mais aujourd'hui, vraiment le risque n'est pas, on dit qu'il n'y a pas de risque, mais c'est à suivre. C'est à suivre, oui. C'est à suivre. Très bien. Je le disais tantôt, revenons aux 36 cas que nous avons recensés ces derniers jours, parce que cela n'a pas été de grand temps pour qu'on les ait. Le premier, car on est au 2, 3, 4 et très rapidement, cela a flambé. Alors, je voudrais savoir si c'est toujours de ces cas contacts, je le disais tantôt, ou alors il y a eu des manifestations extérieures qui se sont révélées positives aujourd'hui. Ok. Sur les 36 que nous avons, nous savons que 25 avaient une notion de voyage. Ça veut dire que certains ne nous ont pas signifié avoir effectué un voyage dans un pays quelconque. Mais cela ne veut pas dire que peut-être c'est le contact de quelqu'un, de contact secondaire, contact tertiaire qui a fait que ces personnes sont positives aujourd'hui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il est extrêmement difficile aujourd'hui que je puisse vous dire que ces cas qui n'avaient pas de notion, ils ont été infectés d'eux-mêmes puisque nous n'avons pas pu tout tracer. Voilà. Mais à l'état actuel, dans la mesure où le cas positif se fait sur le territoire en dehors du cas index, on a une transmission locale. Forcément. Oui, exactement. Très bien, très bien. Très bien, chers téléspectateurs, vous pourrez vous aussi, comme d'habitude, envoyer vos différentes questions et nous ferons bien sûr, nous prendrons sur nous de vous donner la réponse, l'espérer avec nous. Professeur Ameyo Dorkeno Agbeko, biologiste et chef section des laboratoires, c'est avec qui nous menons cet entretien sur Covid-19, l'état des lieux au Togo aujourd'hui. Très bien, professeur, aujourd'hui, la nécessité de se faire dépister, heureusement ou malheureusement, s'impose parce que vous venez de le dire tantôt, qu'on peut héberger le virus sans faire la maladie. Alors pour pouvoir déceler qu'on a le virus, il faut forcément qu'on passe par le dépistage. Est-ce un fait systématique aujourd'hui qui s'impose à nous? Mais bien sûr, puisque tous ces cas confirmés, c'est sur la base. Ce ne sont pas les signes cliniques seulement, sinon on va se tromper. C'est sur la base des résultats des laboratoires après prélèvement, c'est le cas suspect ou probable que nous déclarons quelqu'un cas confirmé. Donc, nous avons le laboratoire, en l'occurrence le laboratoire de référence de l'Institut de virologie de l'Institut national d'hygiène, qui procède aujourd'hui à la confirmation de ces cas selon la technique recommandée par l'OMS, c'est-à-dire la biologie moléculaire. Donc, nous le faisons depuis le début de cette épidémie au Togo. Est-ce qu'il y a la possibilité aujourd'hui que chaque citoyen soit testé ou alors diagnostiqué? Eh oui, je vois un peu là où vous voulez en venir. Vous savez que la maladie, c'est une pandémie. Tout le monde court derrière les réactifs pour pouvoir dépister les gens. Nous avons un certain nombre de quantités que nous voulons, pour le moment, par rapport à la quantité qui est disponible, réserver à ceux qui sont malades, qui se présentent des signes, à ceux qui sont des cas, qui sont des contacts, à des voyageurs qui viennent des pays à haut risque, où nous savons que le risque est là pour les détecter, plutôt que nous commencions à détecter tout le monde dans la population. Nous risquons de ne plus avoir de réactifs et c'est vous qui allez les premiers encore nous accuser de ne pas être en mesure de pouvoir faire le diagnostic de la maladie. Donc c'est pour ça que nous avons opté pour garder les réactifs pour ces cas-là où le risque est plus important.
Plus important. Et nous invitons qu'on nous aide à pouvoir ne pas gaspiller les réactifs si chacun restait chez lui et on n'amenait pas le virus chez l'autre et augmentait le nombre de cas, le nombre de contacts qui peuvent présenter des signes plus tard et qu'on sera amené à dépister. Très bien. Alors cette question, c'est vrai que je suis en train de vous renvoyer à une prévision, mais bon, nous l'essayons quand même. Est-ce qu'il y a aujourd'hui le risque de grande propagation à craindre dans les jours à venir au Togo? On ne peut pas dire non parce que, vous savez, quand vous voyez les pays européens, sur la base des données que nous avons aujourd'hui, le nombre de cas positifs, confirmés positifs, oui, le nombre de contacts, le nombre de voyages, avec un système de modélisation, on permet de prédire quand est-ce que le pic épidémique va arriver pour pouvoir amener les autorités à prendre les mesures idoines pour contenir ces malades-là. Donc, c'est ce qui a lieu. Il y a une équipe qui a été mise en place par le ministère pour pouvoir faire cette projection-là et permettre aux autorités de pouvoir nous aider à nous armer pour pouvoir affronter cette épidémie-là si elle doit arriver. Alors jusqu'à ce jour, on n'a pas idée de quand le pic sera atteint. Pas encore. Nous devons finir le travail des contacts, des voyageurs. Le problème que nous avons, c'est celui-là aussi. Parfois, il y a certains contacts qui, aujourd'hui, on vous donne un numéro et quand vous voulez les appeler pour repasser, ils deviennent inaccessibles ou ils quittent le lieu où habituellement ils résident. Comment voulez-vous que, malgré tous les moyens que nous avons, nous puissions suivre cela? Donc, vous, la population, doit nous aider. Et puis, arrêter la stigmatisation. Parce que ça, nous venons dans telle maison pour prélever une fois, 2 fois. Quand c'est une cour commune, on commence à demander à celle-là de quitter la maison. Parce qu'elle constitue un danger pour... Ah, comment voulez-vous que quelqu'un qui est contact, qui a vécu ça dans ou son ami qui l'a vécu dans un autre quartier, puisse nous aider à ce qu'on vienne prélever? Il faudrait que nous arrêtions ce comportement-là pour nous aider tous. Nous sommes tous exposés. Mais quoi qu'on dise, cette stigmatisation s'impose aujourd'hui, vu tout ce que les écrans nous offrent et toutes les informations qu'on a sur la maladie. C'est comme au début de VIH-Sida. Aujourd'hui, si la personne n'est pas disciplinée, c'est tout à fait normal. Mais quand la personne est disciplinée, en autoconfinement, respecte les mesures barrières qui ont été recommandées, pourquoi on va stigmatiser? C'est en ce sens-là que vous ne nous aidez pas à arrêter rapidement l'épidémie. C'est en fait cela. Et cette stigmatisation, de facto, participe à la propagation du virus. Et bien sûr. Donc, vous comprenez que ce n'est pas nous, personnel médical. Nous sommes prêts, les autorités sont prêtes pour que nous puissions faire le travail. Mais il faudrait nous accompagner à ce que nous puissions répondre vraiment aux attentes de la population. Ce n'est qu'on est ensemble. Ce n'est pas spécifique au Togo, c'est une maladie qui est mondiale. Ayons les bons gestes pour que nous puissions arriver rapidement à bout de cette maladie-là au Togo. Merci professeur. Alors, peut-on aujourd'hui parler de type d'organisme capable de développer une certaine résistance contre cette maladie ou alors ce virus COVID-19? Ok, le SARS-CoV-2 est naturellement présent chez certains mammifères, dont la chauve-souris. Donc, c'est ce que nous appelons chez nous le réservoir primaire. Il s'en est adapté et n'entraînait pas de maladie chez ces mammifères-là. Donc, on peut dire qu'il y a une résistance naturelle. Mais c'est son passage à un autre intermédiaire, on va dire le pangolin, qui est le plus incriminé aujourd'hui, est dû à l'homme qui a fait que, l'homme étant inadapté, c'est comme un nouveau élément qui vient dans l'organisme de l'homme, ne peut pas développer de résistance. Et c'est ce qui est d'ailleurs à l'origine des signes cliniques que certains ont jusqu'à aller au syndrome de détresse respiratoire et qui cause dans ces cas-là le décès. Alors, au niveau de l'être humain, on ne peut pas parler de cet organisme capable
de répondre véritablement ou alors de dresser une certaine résistance contre le... Non, contre c'est le l'immunité. C'est l'immunité l'immunité. qui est considérée comme l'armée. L'armée de notre organisme contre habituellement la majorité des maladies. Et quand le virus rentre, si cette armée est forte, elle va pouvoir le maîtriser. Mais c'est dans le cas où il y a des comorbidités, d'autres maladies, que l'armée là est faible. Et vous savez bien que quand l'armée est faible, la bataille, on ne peut pas la gagner. Donc c'est en fait cela. Et ce que le personnel médical fait, c'est venir en appui à cette immunité-là, pour à cette armée défaillante, pour qu'elle puisse vaincre le virus. Très bien. Des deux cas de décès que nous avons enregistrés au Togo, comme partout ailleurs en Afrique, il est généralement noté des antécédents sanitaires dans la vie de ces patients. Alors, vous voulez bien revenir un tout petit peu sur ce qui constitue cet antécédent généralement sanitaire des patients qui succombent malheureusement? Ok. On sait très bien qu'il y a ce que nous appelons les comorbidités, c'est-à-dire d'autres affections dont souffrent déjà les patients qui sont atteints du virus. Donc, on est tout ce qui affaiblit l'organisme en fait, hein, et on sait très bien le diabète, l'hypertension artérielle ou d'autres affections au niveau surtout de l'arbre respiratoire, tout ce qui est maladie qui peut affaiblir, et dans notre contexte bien sûr, certainement l'infection à VIH non traitée, donc où il y a une forte immunodépression, peut constituer ces facteurs qui vont favoriser le développement des cas graves, comme dans ce qui est dit partout dans le monde et qui survient. Et comme je le disais, par rapport aux personnes âgées, on sait qu'avec l'âge, l'immunité décroît, on le connaît chez nous. Donc c'est pour ça que ces personnes âgées sont plus exposées, mais en plus, ils ont d'autres maladies. Vous savez, par rapport à l'âge, on a le diabète, d'autres affections toutes ces maladies, toutes ces affections mises ensemble affaiblissent l'organisme, et quand le virus se pointe sur ce terrain-là, fatalement, nous avons des cas graves. Alors, professeur, permettez cette question, aussi franche qu'elle soit, est-ce que le Togo dispose aujourd'hui des moyens qu'il faut pour faire face à ces cas graves et sortir ces gens pour le vivant et non pour succomber? Nous sommes en train de faire des efforts pour pouvoir répondre. Les pays, si je prends la France, les pays où on dit le système sanitaire est le plus performant, vous voyez ce qui se passe. Chez nous, vous imaginez que ce n'est pas toujours facile, mais nous avons la chance qu'il y a des partenaires qui nous appuient. Aujourd'hui, nous avons reçu un don venant de la Chine où on a eu des respirateurs qui vont être positionnés au niveau de centres de traitement et qui vont nous permettre d'améliorer notre capacité de prise en charge de ces cas graves-là. Donc, nous avançons. Je voudrais qu'on nous accompagne parce que ce n'est facile nulle part ailleurs, ni au Togo, ni ailleurs. Donc, il faudrait que les efforts fournis par le ministère, le gouvernement, nous les accompagnons à faire mieux. Mais quand je fournis un petit effort et on passe le temps à dire « Oh, ce qu'on a donné, qu'est-ce qu'on va faire ?» Ça décourage. C'est vrai que c'est leur mission primaire, mais ce n'est pas facile. Nous avançons. Nous voulons qu'on soit ensemble. Quand on est en situation de guerre, on n'est plus divisé. On est unis parce que la maladie ne va pas s'attaquer seulement à l'autre, mais je suis exposé. Mon père, vous l'êtes, et il est important qu'on unisse nos forces pour combattre cet ennemi-là, et après, on peut revenir à nos querelles. C'est ce que je veux que le petit effort fourni par le ministère, le gouvernement, il faudrait qu'on le dise, et progressivement, les choses vont s'améliorer. Très bien. Alors, il y a des centres dédiés à la prise en charge des cas COVID-19 sur toute l'étendue du territoire. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui que tous ces centres sont équipés des réactifs, comme vous le disiez tantôt, pour véritablement tester en temps réel et avoir les résultats comme il le faut? Je ne dirais pas encore, parce que nous avions jusqu'à présent, quand il y a un cas suspect à Dapaon, à Sokode, nous n'avons qu'un seul laboratoire aujourd'hui qui fonctionne, qui est le laboratoire de l'INH, et qui confirme.
Mais notre objectif, nous sommes là-dessus, la réunion que nous avons faite ce matin d'ailleurs, c'était dans ce sens-là, de voir comment on peut rapprocher la confirmation des cas des malades, c'est-à-dire dans les régions, de telle sorte que les résultats puissent être disponibles rapidement et qu'on puisse interner ou aller en auto-confinement ou confinement ou amener ces malades confirmés vers les centres de prise en charge. Pareil pour le centre de prise en charge, les efforts ont commencé d'abord par Lomé et progressivement nous allons étendre ces dispositions-là jusqu'au niveau de la région des Savanes. Donc c'est le processus. Nous sommes dans la dynamique d'améliorer jusqu'à ce que tout soit parfait. Ce ne l'est pas encore, mais nous faisons l'effort pour que on puisse être à même de prendre les cas en charge partout sur toute l'étendue du territoire. Ne serait-ce qu'avoir un centre de traitement par région sanitaire. C'est cela. Professeur, permettez que je partage cette question ou alors ce point de vue d'un téléspectateur avec vous. C'est vrai, vous êtes biologiste, chef section des laboratoires. La question ne s'adresse pas forcément dans ce sens, mais on a comme l'impression que la maladie n'est connue qu'à Lomé et qu'à l'intérieur du pays, on a du mal à cerner la portée dangereuse du mal. Le ministère de la Santé, vous savez qu'on a un système sanitaire décentralisé. Vous savez, on a le niveau central, le niveau régional, le niveau district et jusqu'à communauté. Et je sais que l'équipe du ministère à tous les niveaux travaille pour que l'information puisse parvenir à tout Togolais lambda qui est dans une ville ou dans une localité sur toute l'étendue du territoire. Peut-être ne faisons-nous pas assez. C'est vous qui allez nous le dire et nous allons intensifier pour que chaque Togolais. Je sais qu'on est revenu même au système d'avant, quand on était enfant, de faire les gongonnages dans les quartiers, dans les villages. Et l'information passe. Maintenant, la problématique, c'est de se dire, est-ce que les gens sont prêts à nous écouter? C'est sur ça qu'il faut qu'on travaille. Il est important que vous passiez le message aux autres, que ce que nous disons, c'est vrai. Écoutez-nous. Si vous ne nous aidez pas, nous allons tous perdre la bataille. Sinon, nous faisons ce que nous pouvons, mais il faut que la population nous aide à réussir cette lutte-là. Je reviens maintenant au corps médical. Est-ce que la volonté, c'est vrai, nous avons écouté certaines interventions, on aurait compris que le corps médical, à certains endroits, a peur aussi ou alors de s'impliquer de fond dans cette lutte. À ce jour, est-ce qu'on a repris cette volonté, cette disponibilité du corps médical à tous les niveaux pour aller à cette bataille? Bien sûr, puisque maintenant, vous savez, c'est de ce dont je vous parle, ce que réclamait le personnel médical pour pouvoir travailler, c'est-à-dire nous avons obligation de nous protéger, nous autres en tant que personnel médical, avant de venir en aide aux populations ou aux malades. Et c'est ce que certains demandent. Parce qu'ils ne sont pas épargnés, voilà, il y a des cas qui sont confirmés déjà. Exactement, 4 cas que nous avons. Mais aujourd'hui, avec le don que nous avons reçu, rapidement, actuellement, on est en train de décharger le matériel. Nous allons faire la répartition pour que nous puissions envoyer dans toutes les régions et les districts du pays pour que les professionnels en premier, qui sont au fond, puissent bénéficier de ce matériel-là et se protéger et continuer à soigner la population. Donc, ce problème n'existe plus. Je ne le dirai pas de cette manière. Nous essayons de régler ce problème. Et vous savez, ce sont des consommables. Si vous en avez 100 et que nous utilisons et le stock n'est pas renouvelé, dans 15 jours, on dira que ce stock est fini. Donc, nous avons au moins un stock qui nous permet aujourd'hui de nous protéger. Nous allons toujours continuer à faire le plaidoyer, à envoyer nos besoins à l'autorité pour qu'on puisse continuer à nous fournir les équipements dont nous avons besoin pour faire le travail pour lequel nous sommes là. Très bien. Madame, nous revenons sur les mesures barrières, parce que c'est de cela dont il est question dans le monde entier. Respecter les mesures barrières. Qu'est-ce qui est plus essentiel à respecter dans ces mesures barrières? Laver les mains. Laver les mains. Il est important de se laver les mains régulièrement. Il faut disponibiliser dans vos maisons, à l'entrée des maisons,
de l'eau et du savon et demandez à chacun, même si c'est votre servante qui sort faire quelque chose d'important dehors et qui revient, il faut qu'elle se lave les mains. Nous devons avoir le réflexe. C'est nous qui transmettons. C'est nous qui portons le virus vers l'autre. Donc il est important. Nous pouvons aussi utiliser ce masque chirurgical-là qui nous permet d'avoir une protection collective. Plus nous serons nombreux à l'utiliser, plus ça va diminuer la diffusion du virus vers l'autre. Donc ça va avoir un effet de protection collective de la population. Et bien sûr, si vous toussez, vous avez envie de tousser, c'est de tousser dans le coude. Mais l'important, c'est de pouvoir laver les mains. Et comme on est ici, ou alors si on doit sortir, c'est respecter la distanciation sociale. 1 mètre, c'est de tous les jours et ce n'est que ici, comme nous ça. Nous respectons bien, nous sommes à 1 mètre. À peu près, je crois qu'on a essayé de respecter. Mais si on peut faire davantage, parce que ce n'est que comme ça que nous pourrons arriver à bout. Nous n'avons pas les moyens des pays développés, mais au moins nous pouvons laver les mains. Nous pouvons respecter ces mesures barrières-là. Qu'est-ce que cela nous coûte? On le fait et on aide les autorités à pouvoir gagner cette guerre. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les Togolais ont la mesure de la situation? Non. Et pourtant, je ne suis pas la première personne du ministère de la Santé à venir sur votre plateau. Alors qu'ils nous disent qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que c'est le message qu'on passe. Nous faisons tout dans la transparence possible pour qu'on ait les meilleures informations aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez cacher quelque chose 2 jours après, vous l'avez sur tous les réseaux sociaux. Donc, je ne comprends pas. Il faut qu'ils croient en ce qu'on leur dit. Que vous relayez l'information qu'il y a véritablement un centre de traitement qui existe, qu'il y a des malades et qu'on a intérêt à mettre en pratique les mesures barrières pour qu'on puisse limiter la contamination d'un plus grand nombre. Plus on a de nombre contaminés, plus on va avoir des cas graves, le nombre de cas graves élevé, et c'est là où on va arriver à des situations comme à la française. C'est cela. Alors, vous pourrez comprendre peut-être là le niveau de curiosité de certains Togolais qui vont jusqu'à dire, jusqu'à ce jour, on ne voit pas encore les personnes malades, on nous parle de cette maladie, mais on ne voit pas encore ceux qui sont malades. Qu'est-ce qu'il y a lieu de savoir, de comprendre? Je ne suis pas anthropologue pour que je puisse comprendre pourquoi le Togolais ou l'Africain se comporte de cette manière, mais ce ne sera pas non plus décent pour nous que nous allions montrer à la télé les malades qui sont hospitalisés. Ça n'a pas vraiment de sens. Donc peut-être que nous sommes ouverts, si vous avez des propositions, pour qu'on amène la population à croire en ce que nous disons. Pourquoi pas? Nous sommes là et on va les écouter et voir comment on peut les mettre en pratique. C'est cela. Alors, vous le disiez tantôt, le virus ne se déplace pas, c'est l'homme qui se déplace avec. Nous avons connu la transmission par les sécrétions c'est bien cela, oui, buccales, et puis des nez et autres. Alors, est-ce qu'il y a autre partie du corps qui véritablement est plus sensible à transmettre le virus? Non, les sécrétions viennent des voies respiratoires, on est d'accord. Mais c'est la main qui est le moyen qui transporte. Puisqu'on n'a pas, jusqu'à aujourd'hui, on ne retrouve pas le virus dans l'air. On est d'accord, c'est par les gouttelettes qui peuvent être sur une surface. Et quand vous mettez la main sur cette surface, que vous-même vous portez à l'œil, vous portez à la bouche ou à autre chose, c'est la main. C'est la main qui est le premier moyen qui est utilisé pour pouvoir amener le virus à l'autre. Et c'est véritablement plus la main qu'autre chose. C'est cela. Est-ce que vous avez l'idée de la durée de vie plutôt du virus sur, par exemple, des aciers, des objets en bois, il y en a énormément, on en voit. C'est vrai qu'au début, on avait dit non, le virus ne vivait pas longtemps, mais on sait maintenant que sur des surfaces, ça peut aller jusqu'à 4 jours, donc le risque est là. On a même dit que
par rapport au poids de ce virus. C'est petit, hein, c'est vraiment très très petit, mais dans la grande famille des virus, ça peut tomber par terre et donc les gouttelettes qui tombent, ce virus-là peut être. Donc il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on fasse très très attention. On sait maintenant que sur des surfaces, il peut rester un certain nombre de temps. Donc nous devons laver les mains. Dès que je touche quelque chose, laver les mains. On a de l'eau, on a du savon. Qu'est-ce que cela nous coûte? Vous imaginez que si on devait nous dire que le médicament qu'il faut pour pour prévenir cette maladie coûtait 1 million? Alors que non, lavez les mains. Lavez les mains. Quoi de plus simple pour nous aider à arriver à bout? Des mesures préventives. Eh oui. D'aucuns estiment que la mauvaise utilisation des gants, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui tout le monde mettre les gants. Qui peut mettre les gants et où mettre les gants? On ne le sait pas trop. Mais tout cela, ce sont des mesures préventives, bien évidemment. Alors, où et quand, qui doit mettre les gants? Les professionnels que nous sommes, c'est nous qui savons comment on utilise les gants. Quand je passe et je vois la couleur parfois des gants dans la rue, je me dis waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est pas le message passé. L'important, c'est de pouvoir avoir cette mesure barrière, protection en couvrant le nez, quelle que soit la nature du masque qui est utilisé. C'est mieux que rien si on n'a pas ce qu'il faut, mais au moins ça nous permet de pouvoir limiter ou comme un de mes collègues a l'habitude de le dire, de garder nos gouttelettes pour nous, nos virus pour nous et de ne pas contaminer les autres, de pouvoir laver les mains. C'est ça qui est important et qui va nous aider à pouvoir arrêter cette pandémie. Très bien. Alors, professeur, c'est cette question d'un téléspectateur, et là, il s'agira de lui répondre. Il dit, voilà, ça c'est la problématique qui tourne autour de l'usage de la chloroquine qui fait la une, qui continue aujourd'hui par faire la une au sein de ce traitement. Est-ce que, bon, je vous lis la question dans son intégralité, et merci pour l'émission, je m'appelle Paul, je voudrais juste savoir si nous pouvons prendre déjà les chloroquines pour se préserver. Si oui, le Togo dispose-t-il d'un stock suffisant pour satisfaire toute la population? Malheureusement, je dirais non. Heureusement que je vous vois sourire parce que vous avez compris qu'on ne peut pas, personne n'a dit qu'en prenant de la chloroquine, cela va nous préserver de l'infection au virus. Non. Ce qui est dit, les études qui sont en cours, vous savez, c'est sur la pression, on va dire, sinon certaines études n'ont pas respecté les étapes habituelles, mais sous la pression et par rapport au caractère de la maladie, qu'on est arrivé à proposer, malgré les limites de ce médicament, que comme nous n'avons rien, on peut l'utiliser pour traiter un certain nombre de cas. Et donc, dans certains pays, on l'utilise pour éviter qu'on en arrive au cas grave. D'autres disent que c'est ceux qui sont en présence de syndrome de détresse respiratoire aiguë, c'est à eux que le médicament va être administré. Le Togo a fait le choix de pouvoir donner ce médicament à ceux qui sont hospitalisés, qui sont dans le centre de prélèvement. Mais en aucun cas, il n'a été dit qu'on doit pouvoir utiliser ce médicament pour prévenir de la maladie. Non, laver les mains. Pourquoi les choses les plus simples sont difficiles à accepter? Pourquoi on ne peut pas laver les mains et il faut aller prendre de la chloroquine pour prévenir de la maladie? Qu'est-ce que nous avons? Lavons-nous les mains. Utilisons les mesures barrières et les choses iront mieux. Beaucoup mieux. Et surtout, l'automédication, c'est aussi une cause de morbidité très importante. Et donc, si un médecin ne vous prescrit pas un médicament, il ne faut pas le prendre. Donc jusqu'à maintenant, on n'a pas dit d'aller prendre la chloroquine pas du tout. Prévenir, Et donc, se prévenir de la maladie. Professeur, jusqu'à quel âge on peut être contaminé ou alors on peut être terrassé par le virus à COVID-19? Mais toute personne peut être contaminée par le virus. Comme je l'ai dit et je répète, c'est seulement les personnes d'un certain âge, donc on va dire d'un âge avancé ou qui ont d'autres affections qui ont plus, je dirais, de malchance de faire la forme grave. J'insiste là-dessus.
beaucoup de personnes peuvent rencontrer le virus, mais ne pas faire de manifestations cliniques. Transmettre, même, mais ne pas avoir de signes cliniques. Et il y a une petite portion, on va dire un petit pourcentage qui fait les formes graves. Et ça, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on avait dit, les personnes âgées et puis les cas de comorbidité. C'est cela. C'est cela. Donc, on estime que les bébés ou alors les enfants de bas âge ne peuvent pas être contaminés. Non, les enfants sont contaminés, mais ne font pas la maladie. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir en Europe, on a interdit aux enfants d'aller dans les EHPAD, là où sont les personnes âgées, parce qu'ils peuvent amener le virus chez les personnes âgées qui, eux, ont une immunité faible et faire la maladie, alors que les enfants, non. C'est cela. Eh bien, je voudrais savoir si le virus peut être transmis par... Très bien. Est-ce que nous avons parlé de sécrétion buccale ici? Non. Oui, c'est nous en possible, avions déjà possible, parlé. hein? Oui, que c'est à partir des gouttelettes que... C'est tout cela. Oui. Très bien. Alors, l'UPAL, bon, permettez-moi, est-ce que ça peut passer par l'anus, par les matières fécales? Est-ce qu'on peut risquer la contamination par là? Les matières fécales, à mon avis, je n'ai pas d'informations là-dessus. Nous apprenons tous de ce virus, mais à ce jour, je n'ai pas cette information. Merci. Eh bien, comment êtes-vous arrivé à guérir? Je rappelle que professeur Dokenou Agbeko, qui est ici, est biologiste, n'est pas dans le centre de soins pour administrer des soins aux patients. Mais comment êtes-vous arrivé à guérir les 10 personnes? On en a parlé ici. Je ne sais pas si répéter est pédagogique. Tout à fait. La répétition étant pédagogique, je l'ai dit que le Togo a opté de pouvoir garder tous les cas confirmés au centre de traitement, c'est-à-dire au CHR Louis Commune et ceux qui sont à l'intérieur. Et donc, si vous avez, ce n'est pas tous ces cas qui présentent des signes. Et ceux qui ont des signes mineurs, nous faisons ce qu'on appelle le traitement symptomatique, c'est-à-dire que nous traitons. S'il y a des maux de tête, nous allons donner un médicament pour calmer les maux. S'il y a une fièvre, nous allons donner un antipyrétique pour baisser la fièvre. Donc, vraiment, s'il y a des détresses, c'est en ce moment qu'on apporte l'oxygène, on a le respirateur pour aider la personne à pouvoir combler le gap par rapport à son appareil pulmonaire qui normalement devait fonctionner. Et donc, c'est ce que nous faisons. Ceux qui sont guéris, c'est ceux qui avaient des manifestations mineures jusqu'à présent. Ce n'est pas que le Togo a un médicament miracle. Miracle que nous avons utilisé. Non. C'est vrai que 10 cas guéris dans ce si peu de temps, ça interpelle. C'est une bonne nouvelle de toutes les manières. Mais comment on l'a fait? Voilà ce que le professeur venait de nous dire. Alors, bonsoir. Mon inquiétude est donc, c'est bien les contacts de ces cas confirmés. Est-ce que le ministère ou le système mis en place a pu circonscrire l'entourage de ces personnes ou les personnes avec qui ils ont eu contact pour limiter la propagation? Je crois qu'on en avait parlé. Exactement. Que c'est ce qui nous consomme énormément d'énergie et de temps aujourd'hui. La recherche des contacts, c'est notre hantise de pouvoir les retrouver, de les suivre et qu'au 14e jour, en tout cas l'algorithme que nous avons mis en place, de pouvoir les prélever et s'assurer qu'ils ne deviennent pas qu'en confirmés. C'est ça. Très bien. Madame, c'est dit qu'il n'y a jamais eu de questions bêtes. Les Américains le disent aussi bien. Cette question permettait quand même. Est-ce que Covid-19 est sexuellement transmissible? C'est la question des téléspectateurs. Alors, on ne va pas à la connaissance d'aujourd'hui. C'est cela. Oui, on ne va pas dire qu'au cours de l'acte, on va transmettre le virus. Mais comme il y a une manipulation tous les contacts. Voilà, il y a tous les contacts de la main. Oui, on peut au cours de l'acte, pas en l'acte en soi, je veux dire, mais au cours des contacts, si l'autre là, on peut transmettre à son partenaire. Très bien. Pas comme défini comme la maladie sexuellement transmissible, comme le VIH, comme l'hépatite B, non. C'est cela. Merci, professeur. C'est vrai, on ne pourra pas épuiser toutes les questions. Voilà, dites-nous l'identité du deuxième décès. Il y a eu un deuxième décès. L'identité du deuxième décès,
On va en faire quoi? Eh bien, merci quand même pour la question. Nous voudrions savoir s'il est possible aujourd'hui qu'on se rende au centre de prise en charge qui est à Guégué pour nous-mêmes connaître nos statuts. Ok. Je crois que certains ont peur de se dire, est-ce que je suis déjà contaminé? Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est ce que je crois l'avoir dit au début, qu'aujourd'hui, avec le stock de réactifs que nous avons, nous privilégions les groupes à risque. Et quand vous avez des signes, des manifestations cliniques qui vont dans le sens de la description des signes que nous avons dit, c'est-à-dire mal à la gorge, fièvre, et tous les signes que nous avons cités, que vous toussez, une tousse sèche, vous appelez le centre, on remonte en fonction du quartier où vous vous trouvez. L'organisation est faite qu'il y a des équipes par district, ce que nous appelons district sanitaire à Lomé ou à l'intérieur. Cette équipe va prendre contact avec vous, va vous demander, vous avez tel signe, est-ce qu'il y a une notion de contact, vous avez été en contact avec tel, ou bien vous revenez d'un pays, et en fonction de ces informations, peut décider ou non de venir ou vous donner rendez-vous pour faire le prélèvement. Maintenant, si les signes ne sont pas probants, on peut dire non, ce que vous présentez, on ne pense pas. Donc, on ne va pas avec le stock que nous avons aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, commencer à l'utiliser pour tout le monde, sachant que 80% peuvent en guérir et qu'après, quand on aura des vrais cas où il faut qu'on sache ce qui se passe, nous n'ayons pas de réactifs. Donc, pour le moment, c'est le choix que les autorités ont fait, mais on espère que si jamais nous avons suffisamment de réactifs et que nous avons dupliqué les signes, qu'on sait qu'avec ce que nous avons comme stock, on peut dépister tout le monde, nous pourrons le faire, comme certains pays l'ont fait, comme la Corée du Sud, c'est ce qu'ils ont fait, le dépistage systématique. Donc, nous pouvons en arriver là pour un peu savoir quelle est la prévalence de la maladie dans le pays. Professeur, Covid-19, est-ce qu'il y a matière à paniquer? Je suis un peu embêtée par rapport à la question. Oui et non. Si on veut prendre l'épidémiologie de la maladie, puisque je vous dis 80 à 90% peuvent en guérir sans que, pourquoi s'inquiéter? Mais je m'inquiète parce que si nous ne restons pas qu'en disant que ce n'est pas grave, les mesures que recommande l'État togolais, certains ne vont pas les mettre en pratique et nous risquons d'avoir un grand nombre de cas positifs et sur ce grand nombre, le pourcentage, même s'il est faible, des cas graves en nombre, si ce que je dis, si j'ai 2 sur 100, c'est pas la même chose que 2% sur 100, c'est pas la même chose que 2% sur 6 millions. Le nombre est plus important et donc c'est là où nous n'aurons pas la capacité de pouvoir prendre en charge tous ceux qui feront les cas graves et où il y aura malheureusement de décès. Donc, si on est discipliné et qu'on suit, on peut dire dans quelques jours que l'épidémie est passée, allons vaquer à nos occupations. Mais si on ne veut pas respecter, c'est grave. Donc, c'est ce que je peux dire. C'est ça. Merci. Combien de temps le virus peut faire à l'air libre? On a déjà répondu à cette question. Il n'y a pas de standard. On ne peut pas... À l'air libre, non. Mais sur des surfaces. Sur des surfaces données. C'est sur les surfaces que les temps de survie est variable. Mais en l'air libre, il n'est pas dans l'air libre. C'est pas parce qu'on est dans cette salle, on respire le même air que je vais avoir l'infection. Aux connaissances d'aujourd'hui, je vous dis. C'est cela. Oui. Ce qui peut varier à tout moment. Exactement, parce que c'est un nouveau virus et nous le connaissons très peu. Madame, un mot pour la fin. Alors, j'ai 2 mots, pas un. Le premier, c'est de dire quand on est en guerre, on unit les forces pour avancer. Et quand on va pouvoir vaincre l'ennemi, on peut revenir pour faire la petite guerre entre nous. La deuxième, nous sommes un pays à moyens limités. Laver les mains ne coûte absolument rien. Et donc, je crois qu'il est important que nous mettions
en œuvre les mesures barrières qui nous ont été recommandées. Et je crois que si nous arrêtons d'envoyer les virus dans la maison de l'autre, nous allons pouvoir gagner cette bataille-là. Donc voilà mon mot de fin. Merci, professeur Ameyo Dorkeno Agbeko. Vous êtes biologiste, chef section des laboratoires. Merci d'avoir été des nôtres dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Protégeons-nous, respectons les mesures barrières. À très bientôt sur cette même chaîne. Merci.